Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. L'innovation Deep Tech pour répondre aux enjeux de la bioéconomie, c'est ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui dans le domaine des bioénergies. Je m'appelle Johan de Coninck du pôle IAR et je vous souhaite la bienvenue à notre événement. Nous ne pouvions pas trouver meilleur partenaire en France pour allier les mots-clés de ce webinaire, innovation, bioéconomie et Deep Tech, que le réseau des SAT. Ce webinaire, nous l'espérons, représente le premier d'une série que l'on espère très longue, dédiée à promouvoir l'innovation Deep Tech française pour la bioéconomie. Celui d'aujourd'hui, consacré aux bioénergies, sera suivi le 12 janvier prochain par un autre webinaire dédié aux biomolécules et ou aux bioprocédés. Le programme est actuellement en cours d'élaboration et sera très prochainement disponible sur notre site internet dans la partie agenda. Pour animer ce webinaire, je suis ravi d'accueillir Laurent Auré. Laurent est le directeur des partenariats industriels du réseau des SAT et c'est le grand artisan de cette initiative. Laurent, qui mieux que toi pour démarrer, je dirais, cette série de webinaires, toi qui connais pratiquement tous les projets en cours au niveau des SAT, et qui mieux que toi pour animer donc ce webinaire. Laurent, à toi l'honneur, je te cède la parole. Merci Johan, quelle pression tu me donnes, mais merci pour cette question. D'abord, un remerciement à toute l'équipe du pôle IAR et en particulier à Alice et à toi Johan pour la parfaite organisation et tenue de ce type de webinaire. Nous sommes très heureux de pouvoir participer à cette première session, je l'espère, comme tu l'as dit, la première d'une longue série. Il y aura une deuxième session, en effet, le 12 janvier. On s'adapte dans les conditions actuelles pour vous présenter au mieux des technologies, des projets. Vous allez en découvrir 3 aujourd'hui. Mais avant d'attaquer le dur dans la présentation des projets, je suis aussi très heureux que Xavier Apollinarski, le président de la SAT Paris-Saclay et accessoirement le vice-président du réseau SAT en charge des relations industrielles, puisse également dégager un peu de son temps pour nous présenter, j'en suis ravi, le rôle et mission des SAT. Très rapidement, je vous rassure, on a préparé 3-4 slides pour vous donner le cadre des SAT et le rôle et mission. Xavier, je te remercie, je te passe la main et la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup au pôle IAR d'avoir choisi le réseau des SAT pour développer l'innovation et dans le domaine des bioénergies. Ça nous fait vraiment plaisir effectivement. Et donc, je vais vous faire un peu la présentation de ce que sont les SAT. C'est quoi ce drôle d'outil SAT? Ça veut dire Société d'accélération de transfert et de technologie. Et une fois qu'on leur a expliqué, vous comprendrez pourquoi un pôle comme le pôle IAR nous intéresse fortement. Alors, tout d'abord, les SAT, c'est un dispositif national. Ça a été créé en 2012 à l'échelle avec le programme Investissement d'avenir. Il y a eu 1,2 milliard d'euros qui ont été mis pour créer ces 13 sociétés d'accélération et de transfert de technologie. Alors, notre métier principal, c'est aller chercher des technologies dans les laboratoires de recherche publics français, d'investir dessus pour créer de la valeur et créer finalement du business à partir des technologies qui sont dans les laboratoires de recherche. Laurent, tu peux mettre le format diapo, s'il te plaît? C'est Xavier, j'essaye. Est-ce que ça va mieux? Ah, ou Xavier, oui, voilà. Bah non, pas, mais pas en mode de présentation, par contre. Simplement lancer le diaporama. Parce que là, il est en mode présentateur. C'est bon? Non, vous êtes toujours en mode présentateur, là. Non, j'y arrive pas, je suis désolé. Ah bon, on va continuer comme ça, alors c'est pas grave. Ce sera un peu plus bon, petit sur l'écran. Donc les 13 SAT, finalement, désolé. On est sur un périmètre, on travaille, chaque SAT a un périmètre géographique. Par exemple, pour la SAT Paris-Saclay que je dirige, on a le cluster de Paris-Saclay et tous les laboratoires qui sont dans Paris-Saclay sur lesquels on va venir intervenir et faire notre métier. Aujourd'hui, le réseau des SAT gère 165 établissements de recherche, plus de 150 000 chercheurs et doctorants. Donc, tout ce qu'ils produisent, quelque part, ça passe par nos mains. Et on est à peu près 600 personnes à travailler dans les SAT. Il faut vraiment voir ça comme des sociétés qui sont capables d'accélérer la mise sur le marché de produits en essayant de croiser la science et le business. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, puisque ce qui est important
c'est qu'est-ce qu'on fait et quels sont les résultats. Les SAT, considérez-les comme des vraies usines à projet. Une fois qu'on a identifié une techno dans un laboratoire qui nous plaît bien, on va venir faire des projets de maturation, c'est-à-dire investir. En moyenne, on met 220 000 € par projet et les SAT, finalement, gèrent à peu près 80% des actifs de la recherche publique française en termes de valorisation. Donc, jusqu'à présent, on a investi sur plus de 2150 projets, 300 projets nouveaux par an. Vous avez le trend sur le premier graphique. Et puis, ça représente, pour vous donner un ordre de grandeur, 50 millions d'euros par an investis pour finalement prendre une techno d'un laboratoire et en faire une preuve de concept business, c'est-à-dire une preuve de concept. Le résultat d'un projet de maturation, c'est une preuve de concept qui va donner la performance à un industriel, va lui permettre de respecter des normes, atteindre un seuil technologique qui va dire « ouais, ça m'intéresse ». Et dans ces cas-là, on va venir faire du transfert de technologie. Et vous voyez, on en a fait aujourd'hui plus de 900 et à fin 2019. Aujourd'hui, les chiffres sont encore meilleurs. Donc, on est sur une croissance à peu près de 25% par an des transferts de technologie. Donc, aujourd'hui, avec ces deux chiffres que je vous présente là, on peut dire que les SAT sont pleinement opérationnels. C'est des outils qui aujourd'hui produisent, et elles produisent de la techno qu'on transfère à l'industrie et aussi vers la création de start-up. Si on regarde les chiffres macro au niveau des 13 SAT, et c'est là où je pense que le pôle IAR peut, par sa communauté qu'il draine sur un sujet, un secteur industriel bien spécifique, venir se connecter avec les 14 000 techno innovantes qu'on a déjà, j'allais dire, référencées au sein de la recherche publique. On gère à peu près 3 000 brevets, donc prioritaires. Ça veut dire que derrière, vous en avez beaucoup plus qu'on va parler des applications. On a signé donc 1000 licences et qui ont donné lieu, finalement, on a signé 1000 licences, dont à peu près la moitié, 533, vers des startups. Donc les SAT, la moitié de leur business, c'est de la création de startups, alors pas n'importe lesquelles, des startups type tech, c'est-à-dire des startups très technologiques qui vont avoir un socle d'IP, c'est-à-dire de propriété intellectuelle très fort, issu de la recherche publique, qui est géré aujourd'hui par les SAT. Ces 533 startups ont levé aujourd'hui autour d'amorçage à peu près 600 millions d'euros, ce qui précise quand même qu'il n'y a pas trop de difficultés de capitalisation pour ces entreprises. Et donc, l'autre moitié des 1067 moins 533, ça fait combien, Laurent? Il ne sait pas. Voilà. On va venir transférer ces technologies vers des PME, des ETI, des sociétés, des TPE, voire des grands groupes, pour venir finalement intégrer avec ces technologies leur roadmap d'innovation. Là, je pense qu'on peut faire aussi une synthèse, et là, je pense que Laurent pourra aussi me compléter peut-être les réflexions. Notre mission, c'est vraiment créer de la richesse économique pour les entreprises à partir de la recherche publique, en synthèse. On veut vraiment dynamiser par une approche du transfert de technologie très orientée marché. Il faut bien voir que la plupart des gens qui bossent dans les SAT viennent de l'industrie, ils étaient chefs de projet nouveaux produits ou au niveau du marketing nouveaux produits, ce qui nous permet de lire et de projeter les technologies d'un labo de recherche vers le marché en ayant un peu les mêmes critères qu'un industriel aurait, c'est-à-dire on a le même regard sur la technologie et le chemin à parcourir entre la techno et le marché. Notre quotidien, c'est détecter les résultats de la recherche publique, aller, si j'ose dire, renifler dans les laboratoires ce qu'il y a de plus pertinent et de plus valorisant, d'investir à peu près 220 000 € par projet en maturation, avec un seul objectif, c'est dérisquer la technologie, lever les verrous technologiques et créer de la valeur. En gros, sur des technologies traditionnelles, on va passer d'un TRL 2.3 à un TRL 5.6, les jours de grand vent, mais ça veut dire qu'on augmente le niveau de TRL, et puis ce niveau de TRL est assez compliqué à qualifier, mais c'est à peu près le gap qu'on souhaite faire en tout cas, et on transfère les résultats maturés à des entreprises existantes ou à des startups. Nos modes d'action, techno-push,
hein. Là, c'est vraiment pousser les technologies des laboratoires de recherche vers l'entreprise. Market pool, je pense que c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui avec vous, c'est comprendre les besoins du marché, vous présenter des technologies, mais aussi avoir un effet de vitrine de ce qu'il y a comme actif pertinent pour vous dans la recherche publique. Et puis, au niveau des filières, parce que c'est ce que vous représentez aussi, être en partenariat avec les interprofessions et bien sûr les pôles de compétitivité. Voilà un peu les grandes lignes de ce que sont les sociétés d'accélération de technologie en France. Merci à vous. Je laisse la parole à Laurent pour introduire les interventions suivantes. Merci Xavier. On avait juste une question dans la partie… On a un intervenant qui avait, enfin, une personne qui avait une question. Est-ce que, Johan, on adresse la question maintenant tant que Xavier est là pour y répondre ou pas? Oui, tout à fait. Je pense que c'est le mieux de tout. Comme ça, on libère La question vient d'Arthur Robin. Est-ce que les SAT correspondent, cher Xavier, en termes de rôle et structure, aux instituts de transfert de technologie que l'on peut trouver chez des universités à l'étranger, style anglo-saxonne? Bingo, c'est bien ça. Alors, la France a eu une démarche, j'allais dire, centralisée en essayant de projeter sur tout le territoire pratiquement ce genre d'outils. Les plus connus, si j'ose dire, on va dire par exemple à Oxford ou à Louvain-la-Neuve, vous avez ce genre de structure qui existe depuis pas mal d'années, qui intègre à la fois la valorisation, l'accompagnement des chercheurs et puis une capacité d'investissement pour développer des technologies. Et puis, ils ont aussi dans leur besace un investissement sur les phases early stage de financement des startups. Les SAT font les premières étapes de ces grands OTT internationaux qui aujourd'hui fonctionnent pas si mal. Sur d'autres pays, par contre, la culture, aux États-Unis notamment, c'est les gens qui font les parcours. Et donc, en France, on a structuré des outils. Donc, vous avez aujourd'hui dans les établissements de recherche des structures de valorisation. On est venu compléter ces outils-là avec les SAT pour venir finalement apporter des moyens de développer, de maturer les technologies. Aux États-Unis, c'est plutôt les chercheurs eux-mêmes qui vont changer de vie et vont accompagner par leur savoir le développement de la technologie, la création de start-up, puis revenir éventuellement au laboratoire. Ces parcours-là passent peut-être dans la culture française et européenne, et donc on vient mettre des outils pour, je vais dire, accompagner ces trajectoires-là. Ok. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, c'est très clair. On a un dispositif national SAT inscrit dans le PIA qui est adapté à notre culture européenne, voire française. Et on est catalyseur, en effet, des innovations, comme tu le décris bien, Xavier. Sur d'autres territoires, c'est en effet différent dans les cultures et dans le fonctionnement de la recherche publique. Donc, forcément, les outils et les dispositifs sont différents. On a une autre question d'un spectateur anonyme qui s'en excuse d'ailleurs. La deuxième question, c'est la valorisation des technologies à travers les SAT se fait-elle uniquement via des licences auprès des industriels et start-up, Xavier? Oui. La réponse est oui. La réponse est yes. Tout simplement parce que finalement, l'actif, il faut bien à un moment donné, dans la licence, vous avez deux choses. Vous avez d'un côté la partie propriété intellectuelle, qui est l'actif immatériel qu'on va venir transférer finalement en termes de propriété d'exploitation du labo à l'industrie. Puis de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle le savoir-faire. Alors, savoir-faire, il ne rentre pas dans un document papier. Et donc, le savoir-faire, c'est la connaissance qu'a le chercheur et l'équipe de recherche sur comment mettre en œuvre la techno pour que ça fonctionne chez l'industriel. Et donc, oui, dans la licence d'exploitation, finalement, vous avez un transfert qui est le transfert avec les conditions financières du transfert, puis vous avez aussi cette obligation de réussir le transfert de savoir-faire, c'est-à-dire de la connaissance intellectuelle du labo vers l'entreprise. Parce que signer un bout de papier, ça n'a jamais fait du business, ni créer un nouveau produit ou un nouveau service. Et c'est ça qu'on veut réussir aussi dans
cette signature de licence qui se symbolise par un bout de papier, mais derrière, il ne faut pas louper la partie transfert de savoir-faire. Ouais, si je peux préciser un mot, Xavier, c'est que les SAT, vous l'aurez compris, couvrent 80% de la recherche publique et ont le mandat exclusif de valorisation des travaux de la recherche publique. Ça veut dire que les laboratoires et les chercheurs, quand ils accèdent à des résultats, eh bien, ça passe obligatoirement par nous pour accorder des licences d'exploitation. Dans certains cas très particuliers, on va dire, et très peu nombreux, il peut y avoir des cessions de brevets, et ça s'étudie au cas par cas, puisque là, on doit revenir vers les établissements de recherche, les 165 établissements qui étaient évoqués par Xavier, pour obtenir autorisation de réaliser cette cession de brevets ou de pays, mais dans 99,9% des cas, c'est de la licence d'exploitation, et ça se passe en général très très bien. Pas d'autres questions, c'est parfait. Merci beaucoup, Xavier. Je souhaite bonne présentation aux trois projets et puis un petit clin d'œil particulier du côté de chez Thérèse et d'Erwan. Ça marche. On va passer aux trois interventions, aux trois intervenants. Dans l'ordre, si je ne me trompe pas, on va accueillir Pascal qui vient de la SAT Ouest-Valo pour présenter une technologie qui est en cours de maturation. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a trois intervenants avec trois niveaux de technologie, de projet, vous allez voir, qui se complètent, mais on est vraiment avec ces trois projets ou sujets ou projets start-up sur la thématique bioénergie fortement. Donc on a Pascal qui va intervenir sur une technologie issue de la SAT Ouest-Valo, une technologie qui est en cours de maturation et qui recherche son candidat industriel. Donc, c'est parfait. Si certains d'entre vous sont intéressés par cette technologie ou poursuivre des échanges avec les intervenants et Pascal en particulier sur cette technologie, n'hésitez pas à le contacter. Vous aurez évidemment toutes les coordonnées. Le deuxième intervenant, ce sera Stéphane Palmade, le directeur général de la société Enosis, société qui a été créée en 2014. Donc, on peut encore la qualifier, on va dire, de start-up. Et cette start-up a bénéficié d'une licence issue de la SAT de Toulouse Tech Transfer avec le laboratoire de l'INSA de Toulouse. Et enfin, nous aurons Erwan et Thérèse qui présenteront alors là une start-up qui sera créée dans quelques années ou quelques mois. Ils nous préciseront tout cela, puisque là, ils nous présenteront le projet de start-up Spark et vous découvrirez une technologie sans doute révolutionnaire à base de plasma froid pour produire de l'hydrogène vert. Alors, l'hydrogène, c'est vraiment dans l'air du temps, mais je crois que de Paris-Saclay, Thérèse et Erwan n'ont pas attendu les dernières annonces européennes, voire nationales, pour travailler sur ces sujets-là. Et clôturerons donc cette troisième présentation. Je vois que le slide de Pascal est dispo. Alors, je te passe la main, Pascal. Merci Laurent. Donc bonjour à tous. Oui, donc je suis Pascal Lapierre, chef de projet à la SAT Ouest-Valorisation. Donc je vais vous présenter la technologie brevetée Précuteur, qui est un pré-traitement biologique de résidus de culture de type paille de céréales pour le domaine de la méthanisation. Donc la filière biogaz est en plein essor, comme vous pouvez le voir. Il y a en France et l'essor lui-même en Europe, voire même dans le monde, il y a 800 unités de méthanisation en France et de ce fait, il faut de plus en plus de substrats pour faire cette méthanisation. Donc il y a principalement des déjections animales, des collectivités et déchets de l'agro-industrie. Mais du fait de cette forte demande en substrat, il en faut en trouver d'autres. Et il a été constaté en fait que la paille a un rendement pour produire du biogaz assez important, plus que le fumier et que le lisier. Et donc, ça pourrait être une source de matières premières pour le biogaz intéressant. Et donc, des chercheurs ont travaillé sur des résidus de culture issus de produits agricoles et dont le gisement est très peu exploité et n'est pas exploité pour l'alimentation humaine, voire même animale. Malheureusement, dans ces pailles qui ne sont pas utilisées pour l'alimentation, la biomasse est protégée par une couche de lignine
qui fait que les enzymes n'arrivent pas à atteindre l'holocellulose pour produire du méthane et du biogaz. Et de ce fait, lorsqu'on veut valoriser ces coproduits, il faut donc bien sûr faire des cultures, ramasser ces résidus de culture et surtout faire un pré-traitement pour atteindre cette cellulose et l'hémicellulose, et ensuite faire de la méthanisation. Donc il existe des pré-traitements de cette biomasse, mais principalement c'est des traitements physiques, chimiques ou biologiques, et donc le traitement plus classiques, physiques et chimiques, sont des méthodes énergivores, chères et non respectueuses de l'environnement. Après, il y a une technique biologique, mais qui est peu maîtrisée et surtout très lente. Pascal, je peux me Oui, permettre, je pense que vous avez soit une montre connectée ou quelque chose qui interfère avec votre micro. je vais mettre le téléphone à côté, je vais le retirer. Est-ce que ça va mieux? Non, tout à l'heure, vous avez fait un mouvement et ça s'est estompé pendant 5 minutes, puis là, c'est revenu, c'est un petit grisaillement, je ne sais pas. Ouais, mais j'ai rien du tout de... Ok, bah tant pis. Ouais, on va devoir faire avec, désolé. Pas de souci. Donc voilà, le projet des chercheurs était de trouver, de faire des tests en fait sur des déchets végétaux et donc de faire un traitement biologique pour atteindre surtout traverser cette couche protectrice de lignine, et pour permettre ensuite d'amener ces coproduits pour de la méthanisation. Alors à la base, ils voulaient trouver une méthode biologique en trouvant de nouvelles bactéries qui ont les mêmes propriétés que les champignons pour perforer cette couche de lignine. Et en fait, ils ont fait énormément de tests et ils ont remarqué, en mettant un déchet industriel qui est la lignine Kraft, plus un milieu minéral NPK pour amener un apport d'azote, de phosphore et de potassium, ça suffisait pour permettre dans un temps très court, de l'ordre de 3 jours, une grande accessibilité à cette cellulose. Donc là, c'est des tests sur de la paille de colza, qui voilà, une très grosse protection en lignine. Et là, il y a un graphe qui permet de montrer ces résultats. Donc, à partir de déchets de paille de colza, donc là, si on voit le petit encadré à gauche avec la flèche à gauche, à l'état naturel, avec les enzymes naturelles, qui sont les bactéries qui sont sur ces déchets de colza, on arrive à une accessibilité de 2000. Et en fait, ils ont remarqué, en mettant un tout petit peu de déchets de lignine Kraft plus le fameux N9 qui contient l'azote, le phosphore et le potassium, on arrive à augmenter l'accessibilité d'un facteur 6. Et le fait d'ajouter des bactéries ou des champignons ne change en rien. On n'arrive pas à dépasser ce facteur 6. Donc la lignine plus le M9, l'ajout d'azote, phosphore, potassium, suffit. Et ce qui a permis de déposer une demande de brevet sur cette innovation, donc sur une composition, ce fameux ajout de lignine Kraft plus le M9 pour le traitement aérobie de résidus lignaux. Bon, ça c'est le titre du brevet, mais pour faire un traitement biologique et aérobique de ces déchets végétaux pour faire de la méthanisation. Donc c'est une technologie qui a été, donc, comme je vous l'ai dit, déposée en France. Maintenant, elle est protégée en Europe, en Chine et aux États-Unis. Donc c'est une technologie déposée fin 2016. Et le propriétaire est l'IRSTEA et va être bientôt l'INRAE, vu qu'ils ont fusionné, les deux établissements ont fusionné. Donc les avantages, c'est une réaction rapide et permet aussi de valoriser des déchets agricoles et aussi industriels, comme la lignine Kraft. Et le bénéfice, c'est que ça réduit le coût de la phase de pré-traitement parce qu'il n'y a pas du tout de traitement physico-chimique principalement. Et
et ça permet d'avoir une ressource disponible très importante pour la méthanisation. Et en ce moment, on est en cours de maturation technologique, donc suite à un investissement de la SAT Valorisation. Donc le but, c'est d'établir la preuve de concept de la technologie pour une application en méthanisation, et aussi de valider les intrants. Donc, comme je vous l'ai dit, la Leaning-Craft plus le N9 par des intrants de type déchets, donc tout ce qui est déchets de l'industrie de la papeterie, avec la fameuse liqueur noire du procédé Craft, mais aussi changer le N9 par tout ce qui est urine de porc de vache qui contient des éléments azotés en phosphore et en potassium. Et on va aussi donc valider la technologie à l'échelle pilote, donc sur des dispositifs de méthanisation de quelques litres, donc pour montrer que ça peut fonctionner. Et à la suite de ça, donc quand les résultats sont positifs, nous cherchons bien sûr des industriels du domaine pour pouvoir co-développer et co-valider la technologie sur site industriel. Donc là, à une échelle beaucoup plus importante pour opérer par la suite un transfert de technologie et une exploitation par cet industriel. Voilà, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Parfait. Super. Merci beaucoup, Pascal. On a une question de David Merlet. Avez-vous comparé les digestats de paille sans pré-traitement et avec votre pré-traitement? Y a-t-il un benchmark, une comparaison sur l'effet de la techno sur les digestats de paille? Sur le digestat, non. Non, non. Là, on est vraiment sur possibilité de la cellule. Comment? Sur les pailles de céréales? Ouais, voilà, et surtout sur le fait que la cellulose soit plus accessible pour que les bactéries, les enzymes naturelles des pailles puissent les transformer en biogaz. D'accord. Là, pour l'instant, on est sur cette phase-là, parce que pour l'instant, on a validé qu'on augmentait l'accessibilité, mais est-ce qu'après, on arrive à bien produire du biogaz? D'accord. Et c'est ce qui est en cours pour le moment. Ah, c'est un sacré défi. Tu augmentes la nature ou la cible des intrants et tu développes le caractère méthanogène de tes Voilà, ouais, on va espérer à partir d'un déchet en faire plus qu'avec ce qui existe actuellement. Parfait, c'est clair. Tout en valorisant un déchet en plus. C'est clair pour moi. J'espère que la réponse que l'on apporte correspond bien à David. Le projet de maturation se termine, on va dire, à la fin du printemps. Donc là où il y aura tous les tests sur les méthaniseurs de type laboratoire, hein, c'est quand même des méthaniseurs de quelques dizaines de litres, c'est pas les gros méthaniseurs. Là, ce serait la deuxième phase de développement. Mais on aura tous les résultats sur la production, mais aussi sur le déchet, bien sûr, au sein du pilote de méthanisation. Merci de cette précision sur le calendrier. Donc, tu es en cours de maturation sur ce programme, mais tu ne vas pas attendre la fin, ce que je comprends. Tout à fait. Si un industriel intéressé, n'hésitez pas à prendre contact. En particulier, je ne connais pas Alice Delair, mais elle pose la question de comment te contacter. Donc, on vous fera passer, si je peux vous répondre en direct, je vous réponds. Sinon, évidemment, les coordonnées de tous les intervenants seront transmis et vous seront transmises, bien entendu. Oui, il ne faut pas hésiter. Pascal Lapierre fait partie de la SAT Ouest Valorisation. Donc, à partir de là, vous ne pouvez pas le rater, vous ne pouvez pas le manquer. Donc, on est déjà suivi par des industriels qui attendent aussi les résultats, mais on est très ouvert à montrer les résultats à d'autres. J'imagine que sur ces technologies-là, il y a beaucoup de monde pour montrer un intérêt. Et on a une autre question, je vais vite. Arthur Robin qui te pose la question. Pascal, quelle est la cible du traitement?
les bactéries endogènes, les enzymes déjà présentes. Les enzymes déjà présentes, on n'en rajoute pas. OK. Parfait. On rajoute une très faible quantité de Leaningcraft, plus on va essayer de faire qu'un ajout d'urine pour le côté source d'azote, phosphore et potassium. D'accord. Est-ce qu'on est dans le bon timing là ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Oui, on peut passer à la présentation suivante, il n'y a aucun souci. Parfait. De toute manière, les gens peuvent continuer à interagir avec Pascal s'ils le souhaitent. Et Pascal peut répondre lui aussi aux questions qui lui sont posées par écrit, du coup, en sélectionnant l'onglet « Répondre en direct » ou taper réponse, Oui. Là, vous pouvez y répondre, quoi. Donc là, si vous pouvez donner vos coordonnées à Alice si vous le souhaitez. Voilà. Parfait. Je te laisse répondre. Alors, je vais le faire de suite, comme ça les et autres on a une personne qui a levé la main. Alice. Je ne vois pas. Attendez, oui, c'est Alice Delair qui demandait les coordonnées de… Non, j'avais une autre personne qui avait levé la main, il me semble. Okay. Je suis en train de chercher, je ne la retrouve pas. Ah si, attendez, j'étais trop vite. Stéphane, prépare-toi. Non, mais je ne la retrouve plus. Elle a peut-être baissé la main. Allez, on va passer alors, merci encore Pascal, on va passer merci à vous. Alors, on va passer à la deuxième intervention si vous voulez bien. On va écouter Stéphane Palmade, je le remercie, directeur général de la société Enosis créée en 2014. Je te passe la main et la parole, cher Stéphane. Merci Laurent et merci au Pôle IAR et au réseau des SAT de nous donner l'occasion de présenter Enosis et de présenter nos solutions. Donc Enosis, on travaille à la production de gaz renouvelable à travers le recyclage du CO2. Donc Enosis, c'est une entreprise qui a été créée à Toulouse en 2014. Nous sommes 4 collaborateurs aujourd'hui au sein d'Enosis et on fabrique des équipements qui vont produire du méthane renouvelable ou bas carbone en recyclant du CO2. En s'appuyant sur une solution et une technologie que nous avons co-développée avec des laboratoires et des partenaires académiques, qui est la méthanation biologique. Donc, contrairement à ce qui a été présenté, qui s'inscrit dans une filière de pré-traitement, notre solution, nous, va s'inscrire dans une filière de post-traitement des gaz renouvelables pour les enrichir en méthane avant injection dans le réseau de gaz naturel. Donc, le gaz naturel, aujourd'hui, on est convaincu chez Enosis que c'est une énergie qui garde un avenir important avec l'émergence de nouveaux usages comme la mobilité ou des applications matières dans la chimie et l'essor de la production de méthane renouvelable ou bas carbone avec la méthanisation, on vient d'en parler, mais aussi des filières un peu plus innovantes comme la gazéification et le power to gas qui aujourd'hui ont une maturité moins importante mais qui sont en train d'émerger. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que sur ces différentes filières, il reste des enjeux ou des verrous comme les impuretés qu'on peut retrouver dans les gaz, comme le CO2 qui est contenu dans le biogaz et qui aujourd'hui est peu souvent valorisé. Et donc, il y a un travail à faire sur la valorisation de ces gaz en amont pour maximiser la quantité de méthane produite et injectée dans le réseau de gaz naturel. Donc, la solution de méthanation biologique que nous développons, elle intervient sur cette filière de post-traitement des gaz pour venir enrichir les gaz en méthane. Donc, concrètement, aujourd'hui, nous développons 2 offres. Une première offre qui est l'enrichissement du biogaz. Donc, le biogaz, c'est 60% méthane, 40% CO2 en gros. Notre solution permet de traiter le biogaz brut et en transformant le CO2 qu'il contient en méthane, d'atteindre une qualité de méthane permettant l'injection dans le réseau sans épuration du CO2. Donc, on vient finalement supprimer les émissions de CO2 sur site et on vient augmenter la quantité de méthane injectée de 70% à 100% en fonction des possibilités de valorisation de chaleur fatale. Alors, pour ça, on vient rajouter sur site
une production d'hydrogène ou un approvisionnement en hydrogène en fonction du développement de la filière hydrogène localement, pour être capable de réduire le CO2 contenu dans le biogaz en méthane. Une deuxième offre, plus classique, de post-traitement du gaz, où on va travailler avec ce qu'on appelle du syngas. Donc, le syngas, c'est un gaz qui est produit par pyrolyse ou par gazéification de biomasse ou de déchets secs. Le syngas a l'essentiel de son contenu énergétique sous forme d'hydrogène ou de monoxyde de carbone qu'on ne peut pas injecter aujourd'hui en grande quantité dans le réseau de gaz naturel. Et donc, la méthanation va venir transformer le monoxyde de carbone et l'hydrogène en méthane pour donner accès au réseau de gaz naturel. Donc là, l'intérêt de la méthanation biologique, c'est sa forte résilience aux impuretés, puisque si on le compare notamment au biogaz qui aujourd'hui est plus développé, le syngas a la particularité d'avoir une gamme d'impuretés plus large et avec des concentrations plus importantes que le biogaz. Alors, la méthanation biologique, qu'est-ce que c'est? C'est des micro-organismes qui sont déjà mobilisés aujourd'hui en partie dans la méthanisation, qu'on vient spécifier et qu'on vient spécialiser pour optimiser leur production. Donc, on va utiliser ces micro-organismes qui vont métaboliser nos gaz réactifs, donc hydrogène, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, et produire du méthane finalement comme un coproduit de leur activité métabolique. L'intérêt du procédé, c'est que c'est un procédé qui est extrêmement flexible, qu'on peut arrêter et démarrer très rapidement, avec une forte résilience aux impuretés, notamment des impuretés type soufre, qu'on retrouve beaucoup dans les gaz renouvelables, et qui présente aussi une gestion simplifiée de l'exothermie qui permet de limiter les coûts des équipements. L'autre intérêt, c'est que les micro-organismes en fait, vont se développer lorsqu'ils produisent du méthane et finalement, ces micro-organismes qui sont nos biocatalyseurs vont se régénérer tout au long de l'exploitation des réacteurs et donc il n'y a pas besoin de réensemencer les réacteurs, il n'y a pas besoin de renouveler les catalyseurs. Donc aujourd'hui, cette technologie, c'est une technologie que nous développons depuis plusieurs années avec deux partenaires académiques, le laboratoire TBI de l'INSA Toulouse et le laboratoire DIP de l'INSA Lyon. Et c'est une technologie sur laquelle nous avons une copropriété des résultats avec les laboratoires et avec les SAT qui les représentent, notamment Toulouse Tech Transfer, avec une propriété intellectuelle, on retrouve un peu ce qui a été dit tout à l'heure, qui est organisée autour de deux volets. D'une part, un brevet qui porte sur l'architecture du réacteur et le domaine du génie des procédés pour intensifier la productivité et le rendement du réacteur. Et d'autre part, un savoir-faire qui porte sur tous les enjeux biochimiques de maîtrise des conditions de culture des micro-organismes. Aujourd'hui, sur cette technologie, nous sommes à un TRL 4 à 5 en fonction des applications et nous sommes engagés depuis le début de l'année dans une première étape de pré-industrialisation avec la construction d'une unité pilote en environnement opérationnel qui s'appelle Bimotep, qui est une unité mobile qui va être exploitée sur différentes qualités de gaz, donc à la fois biogaz, syngas, mais également des gaz industriels fatals, CO2 ou hydrogène. Et donc, qui va nous permettre de traiter quelques normomètres cubeurs de gaz pour valider les performances de la biologie en environnement opérationnel. Et par ailleurs, nous sommes également engagés dans deux programmes de démonstration commerciale. Donc là, on est dans les premières étapes de ces programmes pour réaliser une démonstration sur les deux filières présentées, donc le biogaz d'une part et le syngas d'autre part. Donc c'est des projets qui s'appellent Bimostep et Pleine Énergie respectivement. Donc voilà, si on regarde un peu plus en détail l'unité Bimotep, c'est une unité qui est intégrée dans un conteneur avec l'ensemble des auxiliaires pour vraiment avoir cette souplesse de fonctionnement, être capable d'aller travailler
directement sur les sites qui produisent nos gaz d'intérêt, biogaz, syngas, et d'être capable de valider sur des campagnes expérimentales de quelques semaines les performances atteintes. Donc voilà, c'est une unité qui, pour nous, représente aussi un premier changement d'échelle et avec laquelle on souhaite à terme réaliser des tests chez nos différents prospects. Donc c'est un projet que nous réalisons dans le cadre du concours d'innovation Innov, puisque nous avons été lauréats de la vague 4 dans le cadre des PIA opérés par l'ADEME. Voilà, donc aujourd'hui, nous proposons à court terme des solutions de plateforme mobile et de campagnes de test sur la production de méthane par méthanation à partir de biogaz et de syngas. Et d'ici à 2023, les installations industrielles à plus grande taille sur le biogaz et le syngas. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Passionnant, merci beaucoup Stéphane. Je vais récupérer, si tu veux bien, vérifier s'il y a… Oui, il y a une première question. Oui, et puis… je suis passé… Excusez-moi, je n'ai pas cliqué au bon moment. Oui, pour Julie, on fera passer, bien entendu, les contacts de tout le monde. Cyril te pose la question, Stéphane, de la valorisation de l'hydrogène produit sur site. Comment valorisez-vous l'hydrogène produit sur site? Alors, dans les deux cas, on va faire réagir l'hydrogène pour le transformer en méthane. Donc, on sait qu'aujourd'hui, les limites d'injection dans le réseau de gaz naturel sont de 6%. Et un des enjeux du développement de l'hydrogène, c'est de faire matcher la production et les usages. L'avantage de la solution de méthanation, c'est finalement, en convertissant l'hydrogène en méthane, d'avoir accès à l'infrastructure de gaz naturel qui est présente sur une grande partie du territoire. Donc, l'hydrogène va être converti avec le CO2 en méthane. Alors, je suis passé un peu rapidement sur les équations chimiques, mais donc voilà, on a 4 molécules d'hydrogène et une de CO2 qui forment une molécule de méthane. Et donc, c'est vraiment la valorisation, sachant qu'il y a deux cas bien distincts. Dans le cas où on va travailler avec du biogaz, dans le biogaz, on n'a que du carbone, entre guillemets, donc que du CO2, et on a besoin d'avoir un approvisionnement d'hydrogène qui soit produit sur place ou livré. Et dans le cas du syngas, l'hydrogène est déjà présent dans le syngas. On a à la fois le carbone et l'énergie dans le flux de syngas. Et on va uniquement venir convertir les molécules en méthane pour encore une fois avoir l'accès au réseau de gaz naturel. Ouais. La méthanation, donc un débouché, un marché pour l'hydrogène. Une autre question de Jean-Christophe. Pourrions-nous utiliser le CO2 en sortie de l'électrolyseur pour alimenter votre réacteur de méthanation biologique? Le CO2 en sortie, pardon, de l'électrolyseur? De l'électrolyseur. Alors, pour moi, un électrolyseur… Alors, un électrolyseur, non. Enfin, à ma connaissance, ça produit de l'hydrogène et de l'oxygène. Oui, il ne produit pas de CO2, par contre, donc, voilà, dans le cas où nous, on déploie un électrolyseur, c'est parce que le CO2, on le prend dans le flux de biogaz. Oui, c'est ça. Quelle est la part, d'ailleurs, j'avais une petite question en attendant la précision de Jean-Christophe, s'il veut bien, sur sa question. Le biogaz brut, en général, quelle est la part de CO2 et de CH4 dans le biogaz brut? 60% méthane, 40% CO2. Et connais-tu quel est le rendement de conversion de ton CO2? Tout le CO2 est converti par hydrogénation en CH4, 100% Alors, du CO2? pas 100%, mais on est sur des taux de conversion de l'ordre de 99%. Voilà, la cible pour nous, c'est de rentrer dans les spécifications du réseau de gaz naturel qui ne donne pas un taux précis de méthane, mais un ensemble de critères, PCS, densité du gaz, etc. Donc, c'est ce qui… Oui. Et ça, ce sont les polluants, entre guillemets, ou en tout cas les autres éléments constitutifs du biométhane qui abaissent le PCS et qui abaissent les critères d'éligibilité à l'injection.
Oui, on a la précision de Jean-Christophe. Désolé, je me suis trompé entre CO2 et O2 et oxygène. Donc, plus de questions. Ben voilà. Jean-Christophe a lui-même répondu Ok. à sa question. Alors, C'est sur parfait. ce de vol. David Merlet nous demande: apportez-vous des nutriments aux micro-organismes réalisant la méthanation? Si oui, à quelle fréquence? Alors effectivement, les micro-organismes ont besoin de nutriments. Donc là, la fréquence va vraiment dépendre des doses qu'on apporte. Aujourd'hui, ce sur quoi on travaille, c'est un apport en nutriments réalisé à partir des digestats des unités de méthanisation, notamment dans le premier cas, dans la première application, pour vraiment fonctionner avec les coproduits qui sont présents sur le site et pas avoir besoin d'avoir un apport extérieur de solutions chimiques pour réguler le réacteur. Donc, après, c'est vraiment, il y a quand même un peu de flexibilité. Donc, on peut faire des apports ponctuels ou augmenter la fréquence avec des apports un peu plus faibles. D'accord, très clair. Merci. Une autre question de Alice qui demande si la température des gaz entrants a un impact sur le process Alors, je ne l'ai pas d'environnement, dit, j'imagine. la technologie est, on utilise des micro-organismes dans une gamme dite thermophile, c'est-à-dire que le procédé est exploité entre 55 et 65 degrés. Donc, il y a pas de la réaction est exothermique, donc il n'y a pas d'enjeu finalement. Le milieu liquide propose un tampon thermique suffisant. L'enjeu qu'on peut avoir, c'est pour intensifier le procédé, on est amené à travailler sous pression, typiquement à 10 bars. Et donc, il va falloir qu'on gère la condensation de l'eau éventuellement sur le compresseur. Donc, il peut y avoir un enjeu de sécher un peu le gaz en amont du compresseur. D'accord. Une autre question, Stéphane, enfin, il y en a deux autres. De Alice, j'entends qu'il ne faille pas réensemencer, mais j'imagine qu'il y a une extraction de biomasse. Oui, tout à fait. Donc, d'autant que il y a de la production d'eau aussi, la réaction produit de Oui, l'eau, hein. Donc, oui, effectivement, il y a de la biomasse, il y a un enjeu de gestion du temps de séjour des micro-organismes dans le réacteur. Maintenant, on est sur des taux de MS qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on peut avoir sur les digestats de méthanisation. Aujourd'hui, sur les projets sur lesquels on travaille, en fait, on renvoie l'eau en sortie de notre réacteur vers l'unité de méthanisation, sachant que souvent, il y a de l'eau qui est injectée dans le réacteur de méthanisation pour diluer les intrants. Donc, on gère notre biomasse comme ça. Mais il y a l'eau, pas dis-moi, de... ça fait une autre question. L'eau est valorisée, d'accord, mais la chaleur, elle est utilisée pour entretenir la réaction, ou tu valorises aussi la chaleur, puisque la réaction méthanation est une réaction exothermique, en effet? Alors, la chaleur, effectivement, il y a un enjeu de la valoriser, notamment lorsqu'on travaille avec de la méthanisation qui, elle, est mésophile, donc sur une gamme de température plus faible. Les digesteurs ont, eux, besoin d'être maintenus en température. Donc, il y a en effet un enjeu d'intégration énergétique pour utiliser cette chaleur et éviter d'autoconsommer une partie du biogaz pour assurer le maintien en température du digesteur. Donc, ça fait Parfait, partie des merci. enjeux en termes d'optimisation des installations. Parfait, merci Stéphane. Et j'ai une autre question de Julie. Quels sont les types de micro-organismes employés? Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, c'est des micro-organismes finalement qu'on retrouve déjà dans les unités de méthanisation, ce qu'on appelle c'est les micro-organismes qui sont impliqués dans la méthanogénèse. Donc, nous, on travaille avec des consortiums de micro-organismes, avec des communautés microbiennes et donc pas avec une souche unique. Donc, il y a différentes espèces. C'est majoritairement des archées. Et je ne sais pas si ça répond à la question. Je ne sais pas. J'espère. En tout cas, oui, ça y est, merci Julie. Elle a répondu oui. Bon, c'est parfait. En tout cas, merci Stéphane. S'il n'y a pas d'autres questions, on voit bien tout l'intérêt des unités de méthanation
dans l'intégration de ces unités de méthanation sur les systèmes actuels de méthanisation. On voit bien que ça vient compléter, hydrogéner la part de CO2 et accroître les capacités d'injection de biométhane, donc un abaissement des coûts, meilleure rentabilité, et c'est assez dans la dynamique actuelle que d'abaisser pour que la filière démarre. Elle est déjà en plein essor, mais pour que la filière perdure, qu'il y ait un abaissement des coûts de production de biométhane, c'est parfait, je te remercie. On va enchaîner sur la présentation de Thérèse, qui était très, très attentive à la présentation d'Enosis, parce que Thérèse a un projet de start-up sur la production de l'hydrogène vert. Je te passe la parole, Thérèse. Oui. Merci Laurent, et je vais passer mon écran. Voilà, vous avez mon écran. Donc, je suis Thérèse de Villers, cofondatrice de Spark avec Erwan Panier, qui est également dans la salle. Et nous allons vous présenter aujourd'hui une technologie un petit peu inverse d'Enosis, mais qui est celle basée sur une technologie plasma qui décarbone. Et pourquoi décarboner ? Pourquoi décarboner ? Car c'est ce qui nous motive, c'est cette motivation environnementale qui est celle d'attaquer le défi d'une production d'hydrogène, aujourd'hui consommée dans l'industrie, fortement carbonée. Très fortement même, puisqu'elle est issue à 95% d'énergie fossile et produit jusqu'à 3% des émissions de gaz à effet de serre nationales. Ça, c'est un enjeu qui nous motive. En parallèle de ça, vous avez pu entendre parler de l'hydrogène pour décarboner certains usages de l'industrie ou de notre activité, c'est-à-dire que c'est un vecteur de cette transition énergétique, ce qui va amener les besoins en hydrogène décarboné à croître d'au moins moitié d'ici 10 ans. Et donc, cet hydrogène, produit essentiellement par électrolyse, tel qu'on l'envisage, demanderait une consommation électrique colossale, et un ajout de puissance de l'ordre de 9 gigawatts, c'est-à-dire 15% de la capacité installée. Autrement dit, s'il y a des bonnes solutions pour produire de l'hydrogène décarboné, je pense qu'elles seront désirables. Et enfin, en parallèle de ça, notre constat est de voir que la biomasse est lui un vivier énergétique, renouvelable, vertueux, mais qui pourtant nous paraît sous-valorisé, puisque seulement 2% est aujourd'hui 2% du gisement potentiel est aujourd'hui valorisé en biométhane. Et c'est là que Spark souhaite rentrer en jeu en proposant une solution de pont technologique entre ce gisement énergétique et le besoin en hydrogène décarboné. C'est donc grâce à des unités de production d'hydrogène par craquage de biogaz que l'on souhaite créer cette nouvelle filière. Je parle de filière car notre technologie est adaptée à des unités décentralisées qui permettent de positionner ces stations de production proches des sites, des gisements de biomasse ou proches des usages de cet hydrogène, et donc d'en faire une filière locale et vertueuse. Voyons ça un petit peu plus en détail avec nos différentes propositions de valeur. La première, et vous l'aurez compris, c'est celle d'un hydrogène neutre en carbone et renouvelable grâce à nos intrants qui sont le biogaz d'un côté et l'électricité verte de l'autre. Ça s'adresse à des usages à la fois traditionnels de l'hydrogène, ceux de l'industrie, mais aussi aux nouveaux usages, ceux de cette transition énergétique, ceux de la mobilité. Deuxièmement, notre proposition de valeur est celle d'une production locale et décentralisée grâce à notre technologie qui permet des stations de petite taille, de petite et moyenne taille, qui peuvent donc changer de paradigme qui est celui actuel des réformeurs vapeur massifs et centralisés. Pour aller plus loin, cette production elle peut également être autonome. Et donc, avec une station de petite taille dans un lieu isolé, on permet une vraie indépendance énergétique. Troisièmement, c'est une valorisation alternative pour la filière du biogaz que l'on souhaite proposer, avec des nouveaux débouchés, qui est celui du marché de l'hydrogène, mais aussi des revenus supplémentaires, et notamment pour les petits exploitants, qui, grâce à ces petites stations, peuvent accéder à un marché plus grand et une valorisation plus rentable que la simple cogénération de leur biogaz. Et enfin, c'est donc une promesse d'indépendance énergétique pour les territoires, un peu à toute échelle, que ce soit celui d'une ville ou celle d'une région.
c'est la construction d'une filière et d'emplois locaux. Pour être plus clair et pour être plus pratique, l'exemple d'utilisation serait celui d'alimenter une flotte de véhicules urbains, par exemple véhicules ramassant les déchets, grâce aux propres déchets ramassés en ville, aux propres déchets organiques méthanisés et ramassés en ville. C'est donc pour ça qu'on peut parler de filière. Comment cela marche? C'est grâce à la liaison parc, qui est celle d'un procédé de craquage électrique fondé sur une technologie plasma. Et là, pour parler simplement, il s'agit d'aller casser les molécules des gaz qui sont nos intrants grâce à des excitations électroniques de ces gaz pour atteindre l'état de plasma, excitations qui sont générées grâce à une alimentation électrique. On va donc permettre de briser ces liaisons moléculaires des gaz sans avoir à chauffer les gaz intrants, comme cela doit être fait dans les procédés de réformeur vapeur. Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui d'envisager un bel avenir pour ce procédé? C'est le cœur du savoir-faire et de l'innovation de Spark, qui se situe dans la maîtrise de la réaction et du contrôle de l'écoulement des produits. C'est ce verrou technologique qui a été levé avec l'innovation portée par Airone et qui a fait l'objet d'un premier dépôt de brevet par la SAT Paris-Saclay. Très concrètement, à l'entrée, on a un mélange de CO2 et de CH4, particulièrement adapté au biogaz, qui ressort avec un mélange d'hydrogène et de CO. Les avantages de cette technologie sont assez nombreux, je vous en ai dit quelques-uns, mais premièrement, c'est que c'est une technologie économique, car elle ne nécessite pas de haute température et une faible consommation électrique, 3 fois moins que l'électrolyse. Elle ne nécessite pas non plus de catalyseur ni de métaux précieux, contrairement aux électrolyseurs. Deuxièmement, c'est une technologie qui est complètement électrique et donc qui permet d'être complètement décarbonée. Troisièmement, c'est une technologie flexible car elle s'adapte à des intrants variés. Elle est tolérante aux impuretés puisqu'elle n'utilise pas de catalyseur. Là encore, particulièrement adaptée au biogaz. Flexible aussi car elle s'ajuste aux conditions opératoires, c'est-à-dire aux conditions de température et de pression. Et elle pourrait évoluer à pression industrielle entre 1 à 10 bars. Quatrièmement, c'est une technologie souple qui peut être mise en marche et arrêtée en quelques secondes et ouvre la porte à une production à la demande ou à un effacement qui permettrait d'utiliser l'énergie électrique lorsqu'elle est la moins chère. Cinquièmement, c'est une technologie simple, modulable, puisqu'elle se constitue en petits réacteurs compacts qui peuvent être mis en série pour atteindre la capacité de traitement désirée. Où va-t-on avec ça? On attaque donc le marché de la production d'H2, mais on le fait en 2 temps. Premièrement, celui de l'H2 qui est dit matière. C'est l'hydrogène qui est aujourd'hui consommé par les industries conventionnelles. Je cite les plus gros usages qui sont celui du raffinage, la fabrication d'ammoniac pour les engrais, mais encore beaucoup d'applications en chimie et en sidérurgie. C'est un marché important en termes économiques, puisque pour 1 million de tonnes produites en France, on estime ce marché à 2-3 milliards d'euros par an, mais aussi important en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Je vous ai annoncé ça tout à l'heure, c'est 2 à 3% des émissions nationales. Deuxième marché que nous souhaitons aborder, c'est celui de l'hydrogène dit énergie, là où l'hydrogène est utilisé comme vecteur énergétique pour les nouveaux usages, c'est-à-dire que là, il se substituera au carburant dans les transports, particulièrement pour la mobilité lourde. Il se substituerait aussi au gaz naturel pour la production de chaleur industrielle, de très haute chaleur industrielle, mais également potentiellement en chaleur résidentielle et tertiaire. Là aussi, c'est un marché colossal, mais en devenir. À horizon 10 ans, il pourrait s'évaluer à 3 milliards d'euros. Et là, c'est aussi un domaine qui nous motive particulièrement, puisqu'il représente plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre si on cumule ces différents secteurs. Enfin, on ne s'interdit pas d'aller explorer
d'autres composés de synthèse, de la fabrication d'autres composés de synthèse grâce à cette technologie de craquage, qui peuvent être d'autres biofuels ou la valorisation du carbone de ce process. Et ça sera à terme. Où sommes-nous aujourd'hui? Spark aujourd'hui, c'est un modèle expérimental et un niveau de technologie de 3 sur l'échelle du TRL. Ce modèle expérimental est issu des travaux de recherche d'Erwan et a été lauréat du concours d'innovation iPhD dans son édition 2019. Et c'est donc celui-ci qui a fait l'objet d'un dépôt de brevet. Les bons résultats de ce modèle, de ces résultats scientifiques, nous ont permis d'être sélectionnés par la SAT pour entrer dans un programme de maturation, un de ces programmes dont parlait Xavier tout à l'heure. Ce programme donc, est financé par la SAT Paris-Saclay à hauteur de 440 000 €, qui nous permet d'avoir 2 ingénieurs bossant sur le développement de cette technologie. Nos partenaires, Centrale Supélec, l'Université Paris-Saclay, BPI France, nous permettent aussi d'avoir un certain nombre d'avantages, notamment accès au laboratoire de Centrale Supélec EM2C, qui est un laboratoire spécialisé en plasma, dans lequel Erwan a pu faire sa thèse. À l'issue de ce programme de maturation, mi-2022, nous envisageons d'avoir conçu et construit ce module de base et d'avoir atteint un TRL5 qui nous permettrait ensuite de se lancer dans une proof of concept, puis une industrialisation avec un pilote industriel en 2023. Mais pour l'instant, ce qui nous occupe également, c'est d'aller rencontrer le marché, donc vous rencontrer via des études de marché, des applications diverses de cette technologie, qui mèneront aussi à une recherche de partenaires, à la fois industriels, mais aussi régionaux, ceux qui pourraient être intéressés à co-développer notre technologie ou une certaine application de cette technologie, et avec qui nous pourrons nous lancer par la suite dans cette proof of concept. On recherche aussi en parallèle un associé au profil industriel qui viendrait compléter notre équipe avec son expérience donc riche du domaine de l'industrie. Car l'équipe pour l'instant est constituée d'Erwan Panier, docteur spécialisé en plasma, de moi-même, Thérèse Detwiller, diplômée d'HEC avec une expérience pluridisciplinaire en management, mais aussi d'un ingénieur, Moïse Garcia, qui fait partie du programme de maturation, de Christophe Lowe, notre conseiller scientifique et professeur au sein de Centrale Supélec, et enfin de Jean Maillard, doctorant, qui travaille sur des sujets connexes plasma. Voilà pour notre équipe et pour la présentation du projet Spark. Merci de votre attention et d'être disponible pour vos questions. Merci beaucoup Thérèse, très clair. C'est beau de voir des motivations écologiques, environnementales associées à des ruptures technologiques. C'est très très chouette, c'est très très beau. Merci, il y aura, je pense, aussi des opérations de levée de fonds qui arriveront prochainement pour vous occuper en 2021 ou 2022, je pense, puisqu'on a quelques, je crois, participants à ces webinaires qui font partie de fonds d'investissement. En tout cas, je l'espère, et on fournira vos coordonnées, bien entendu. Alors, c'est tout l'intérêt des webinaires et de ce système Zoom. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, 1 ou 2 ou 3 peut-être. Erwan est intervenu à poser. On parlait de ton exposé, Thérèse a donné les réponses. J'espère que tout est résolu apparemment. Julie Maillot a eu les réponses. Voilà, je check, je vérifie. N'hésitez pas à poser vos questions en direct à Erwan et Thérèse si vous en avez. On va attendre encore quelques secondes. Et toutes les questions ont été adressées a priori. Quelle équipe? Ah, mais formidable. Travail en parallèle, c'est bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais prendre le temps de remercier tous les intervenants pour votre temps aujourd'hui et vous féliciter en lançant cette belle énergie et ces motivations respectives que vous avez pour porter sur le marché des technologies, conduire vos projets respectifs. Rien n'est simple, mais vous le faites avec une belle énergie et je crois qu'avec Xavier, ça nous donne
vraiment des éléments de conviction pour poursuivre sur nos opérations et nos missions. Donc, moi, je suis très heureux, très content. Je vais redonner le mot de conclusion à Xavier et Johan. Je vous dis merci pour ces interactions finalement entre les projets qui sortent finalement de notre activité au sein des SAT. On voit que finalement, il y a des niveaux de maturité différents. Et c'est ça qu'on voulait aussi vous présenter. Des technologies, donc il y en a beaucoup plus. Donc n'hésitez pas, au-delà des 3 qu'on a voulu mettre en valeur aujourd'hui, à venir, j'allais dire, interagir avec nous sur des besoins que vous auriez. Et puis n'hésitez pas à rejoindre, comme ça a été proposé pour certaines des présentations, à rejoindre et à vous connecter aux projets qui vous ont été présentés, parce que s'ils se sont mis en avant auprès du pôle IAR, c'est qu'ils ont des besoins, des souhaits d'interagir et des attentes vis-à-vis du secteur industriel et des activités économiques que vous représentez. Merci en tout cas au pôle IAR de nous avoir accompagnés dans cette valorisation de l'innovation. Non, mais merci Xavier, merci Laurent et aux 3 intervenants du jour. Je pense qu'on a bien fait de mettre en place ce petit partenariat pour mettre en valeur les différentes technologies. On voit bien l'intérêt qu'ont suscité les différentes technologies au travers des questions qui ont été posées par l'audience. Et puis, c'est vrai que ça a été un peu monté, en tout cas ce premier ici a été monté très rapidement, il y a une quinzaine de jours, en 15 jours on a monté ça très rapidement, donc belle efficacité Laurent. Société d'accélération, Johan. Voilà, tout à fait. Preuve que l'accélération existe dans les SAT. Voilà. Et non, je suis très heureux parce que ça a bien fonctionné. Et puis maintenant, vous êtes dans le radar du pôle IAR aussi. Donc, ça veut dire qu'on pourra aussi vous intercaler dans certaines commissions. On a une commission bioénergie qui se réunit régulièrement. Donc, vous allez pouvoir peut-être y aller aussi faire vos présentations et rencontrer une autre partie du réseau qui, pour raison X ou Y, n'a pas forcément pu participer aujourd'hui à la présentation de ce jour. Les présentations, bien évidemment, seront distribuées à ceux qui ont participé avec l'accord des présentateurs, bien évidemment. Parfois, ils auront peut-être à cœur de modifier éventuellement la version diffusable. Donc là, on attend de vous la permission de diffuser et le bon format pour diffuser les présentations. Ce webinaire est aussi enregistré et normalement, il sera aussi disponible à la revue sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Donc, voilà, oui, si vous avez dit des bêtises, c'est in the pocket, comme on dit. Et donc, mais rassurez-vous, il y a la loi qui est passée, qui a été votée, donc ça ne sera pas utilisé à mauvais escient. Voilà. Pas de souci. Donc, non, mais tout ça pour dire que ce sera disponible donc, sur notre chaîne YouTube et que vous pourrez éventuellement charger le lien et envoyer vos prospects différents, vos différents prospects ou intérêts vers le lien qui pourra du coup avoir accès à ce webinaire et à la présentation orale que vous aurez fait à ce moment-là, quoi. Bien évidemment, Laurent aura l'original. Il pourra aussi, du coup, s'amuser avec, peut-être faire des copies, faire des cotes pour séparer peut-être les présentations et vous réaliser quelques petits montages que vous allez pouvoir peut-être valoriser vous aussi de votre côté, éventuellement dans vos différentes publications et interviews que vous allez faire par ailleurs. Finalement, je rappelle que le 12 janvier prochain, nous aurons un deuxième webinaire avec les SAT. Donc, Laurent est en train de finaliser le programme de ce deuxième webinaire qui sera plutôt dédié aux biomolécules et ou procédés, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal déjà de candidats potentiels. Donc, peut-être qu'il y a matière à séparer les deux. On va voir un petit peu comment va se goupiller ce deuxième webinaire. En tout cas, vous allez encore être gâtés en termes de deep tech, parce que j'ai vu les candidats au projet, il y a du lourd, comme on dit, qui arrive. Et donc, ça va être encore un gros moment de science et d'accélération pour le secteur de la bioéconomie. Et je remercie encore Laurent de sa bonne collaboration sur le sujet. Et finalement, je souhaitais partager avec vous, parce que vous êtes tous un petit peu dans les procédés là ici aussi aujourd'hui,
vous rappeler ou vous annoncer que nous avons un événement international qui s'appelle BioKet, ou plutôt BioKet, un Key Enabling Technology to Transform Biomass. Celui-ci devait avoir lieu à Lille au mois de mars de cette année. Il a été reporté déjà une première fois pour le mois de juin et une deuxième fois pour le mois de mars 2021. Et définitivement, il sera maintenant au format digital, hein, étant donné qu'on ne sera pas encore sorti d'affaires avec le Covid, même si la campagne de vaccination battra son plein. On ne sera pas encore tout à fait… oups, mon écran se dérobe sous mes yeux. On ne sera pas encore tout à fait à même d'avoir d'événements internationaux dignes de ce nom en présentiel. Donc, ce sera en format digital. Nous aurons des stands. Nous avons un village de start-up auquel je vous invite à soumettre, parce que bien évidemment, il sera ouvert à d'autres start-up. Laurent, il faudra qu'on discute peut-être de cette partie-là ensemble, parce qu'il n'y a pas que les 3 startups d'aujourd'hui, mais je pense qu'il y a pas mal de startups qui peuvent être intéressées pour participer là, et peut-être l'ensemble du réseau des stats d'y avoir peut-être une visibilité dans BioKet. BioKet est un événement international, donc qui aura lieu. On a choisi une plateforme aussi digitale française qui s'appelle Mon Salon Virtuel, avec des stands digitaux, il y aura des pitch startup, il y aura des moments de networking. Voilà, on va tout mettre ça en place et ce sera du 1er mars au 19 mars avec de la vidéo à la demande, avec des moments de live, bien évidemment. Et le site n'est peut-être pas encore tout à fait à jour. Je sais qu'on est en train de tout modifier ça. Les décisions ont été prises récemment. Et surveillez nos réseaux, nos emailings, et vous verrez qu'on vous propose un grand moment de bioéconomie tout au long du mois de mars grâce à BioKet. Donc, suivez-nous s'il vous plaît. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier encore une fois tout le monde, et plus particulièrement Laurent et Xavier pour leur collaboration. Et puis, vous souhaiter une bonne soirée. Je vois qu'un peu partout, les écrans s'assombrissent, donc c'est que le jour tombe et qu'il va peut-être être l'heure de commencer à préparer, plier bagages et peut-être vérifier les derniers mails avant de partir chez soi. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt et bonne soirée à tous. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.